J'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue à ce nouveau webinaire de l'Initiative mondiale d'évaluation, GEI, que nous organisons avec notre partenaire Clear pour l'Afrique francophone. Nous avons un panel très distingué d'intervenants qui vont parler de ce qu'il faut faire pour que les systèmes de suivi et d'évaluation deviennent résilients, surtout dans certains contextes plus difficiles. Alors, ce webinaire, il s'agit d'une série de webinaires que nous organisons pour nous assurer que l'expérience et la connaissance locale puissent être partagées au niveau mondial. Je suis ravie de démarrer ce séminaire et sans plus tarder, Edoué, je vous passe le microphone. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce webinaire. Comme ça a été annoncé, c'est le 11e webinaire du CLEAR et du GEI sur les questions de développement de systèmes nationaux d'évaluation. Nous organisons ces webinaires dans le souci de promouvoir l'utilisation des données, l'utilisation de la mise en valeur des connaissances en matière de suivi et évaluation au niveau local. Dans ce webinaire, nous allons aborder la question du développement des systèmes nationaux de suivi et évaluation dans des situations de fragilité. Et pour cela, nous avions rassemblé des panélistes qui vont présenter des expériences variées. Un panéliste qui va nous présenter l'expérience du point de vue de la Banque mondiale, mais aussi des expériences des pays qui traversent des situations diverses de développement de leurs systèmes nationaux d'évaluation. Et pour cela, nous aurons le cas du Bénin, nous aurons le cas du Congo, nous verrons aussi le cas du Pakistan et de l'Afrique centrale. Et nous aurons aussi des points de vue du GEI à partir des expériences apprises un peu partout dans le monde. Donc, dans un premier temps, je vais introduire la matière tout à l'heure et je vais donner ensuite la parole aux panélistes qui auront chacun 7 minutes pour partager leur expérience sur la question. Nous espérons que vous allez sortir ici avec quelques solutions en tête sur la manière dont les systèmes peuvent être plus résilients et plus durables face aux défis contemporains. Et ensuite, nous allons pendant 30 minutes vous laisser la parole pour partager aussi votre expérience avec nous ou bien pour poser des questions si vous en avez. Alors, sans plus tarder, je vais entamer ma session avec l'objectif de préciser un peu de quoi nous voulons parler dans le cadre de ce webinaire. Comme ça a été annoncé, c'est un webinaire qui est intitulé Défis liés à la mise en place d'un système de suivi et évaluation résistant en contexte d'instabilité politique et administrative. Alors, la question que nous voulons d'abord clarifier, c'est qu'est-ce que nous entendons par système national d'évaluation? Au niveau du GEI, on a fait l'option de favoriser la promotion des données, la promotion des évidences pour améliorer les politiques publiques et pour améliorer les conditions de vie dans une démarche systémique. Alors, ce que nous entendons ici par démarche systémique, c'est de s'assurer que on ne mène pas les évaluations seulement de manière isolée, mais on mène les évaluations en tenant compte d'un écosystème qui est mis en place pour planifier, commanditer, mettre en œuvre les évaluations et les utiliser. Cela implique la participation de différentes parties prenantes, dont des individus, des acteurs de la société civile, les médias, mais surtout, nous voyons ici comme conducteurs du système le gouvernement, donc les entités gouvernementales, les ministères, le Parlement, mais aussi les acteurs du système judiciaire qui pourraient plus ou moins intervenir dans le système. L'objectif, c'est que l'évaluation puisse participer au processus de planification des politiques, de budgétisation,
mais aussi de mise en œuvre et d'apprentissage pour améliorer la mise en œuvre des politiques publiques. Et pour ça, le système se fixe des objectifs. Et on peut retrouver dans un écosystème de suivi et d'évaluation quatre catégories d'objectifs. Des objectifs qui visent à mesurer la performance du gouvernement, des objectifs qui visent à améliorer la définition et la mise en œuvre des politiques publiques, des objectifs qui visent à assister dans la prise de décision lorsqu'il s'agit d'allouer les ressources et des objectifs qui visent aussi à améliorer la redevabilité et la transparence. Et pour servir ces différents objectifs, pour atteindre ces objectifs, on doit mettre en place des dispositifs pour la demande des évaluations qui sont portés par les ministères, par les analystes des politiques, par les gestionnaires de programmes, par les responsables de programmes, les universités. Mais on doit aussi avoir des dispositifs qui concourent à l'offre de services d'évaluation, comme par exemple des cabinets, etc. Et autour de ça, il faut pouvoir mettre en place des dispositifs qui permettent la circulation de l'information, la formation, le renforcement des capacités, mais aussi des coalitions et des partenariats qui permettent à ce que les différentes parties prenantes se parlent, travaillent ensemble pour servir les objectifs qui ont été assignés à l'écosystème. Donc, en termes de système national d'évaluation, c'est de ça dont nous parlons, c'est ce choix d'objectifs, de mécanismes de demande, de mécanismes d'offres et de dispositifs pour soutenir la mise en œuvre des évaluations vis-à-vis des priorités qui sont définies au niveau national, qui va faire du système un système fonctionnel qui est au service des décideurs. Mais ce que nous observons, c'est que à la fois dans le processus de développement de ces systèmes, la route n'est pas linéaire. Il y a souvent des difficultés qui apparaissent et qui bloquent le processus de mise en œuvre des systèmes nationaux d'évaluation. Nous observons aussi des situations dans lesquelles des pays qui ont déjà un système établi parfois connaissent des situations de recul ou des situations de ralentissement de la mise en œuvre des évaluations pour diverses raisons. Et ces raisons sont souvent liées à l'instabilité politique administrative de nos systèmes. Et quand nous parlons d'instabilité politique et administrative ici, nous pouvons les situer en deux catégories. La première catégorie, c'est les types d'instabilité qui adviennent dans le fonctionnement normal des systèmes administratifs, de la bureaucratie administrative. C'est par exemple lorsque nous avions un remaniement ministériel. Un simple remaniement ministériel peut mettre fin au processus de mise en place d'un système national d'évaluation ou ralentir le fonctionnement du système parce que un ministère a disparu. On a vu dans un certain nombre de pays des ministères en charge de l'évaluation qui ont disparu à la suite d'un remaniement ministériel et qui a fait que, à la suite de cela, on n'a plus de système fonctionnel en tant que tel. On peut avoir l'instabilité aussi par simple fait de nomination, de remplacement de personnes qui existent déjà, qui sont les points focaux au niveau du système et qui n'ont plus la responsabilité de travailler comme des agents porteurs de l'agenda du système de suivi-évaluation au niveau du gouvernement. Parfois, c'est des réformes qui sont mises en œuvre et qui font que les priorités changent et au deuxième rang au profit d'autres types de réformes qui sont mises en avant. On peut avoir aussi des situations où l'alternance démocratique, par le simple fait que le président de la République change ou le Premier ministre change, que tout soit basculé et que le processus de mise en place d'un système de suivi et évaluation soit mis à rude preuve. Et parfois, c'est des guerres de leadership entre des ministères au sein du gouvernement qui peuvent empêcher ou ralentir le processus de mise en place du système national d'évaluation. Ce sont là des situations que l'on observe dans des processus de gestion normale
des gestions courantes de l'administration publique. Mais on peut avoir aussi la deuxième catégorie d'instabilité qui est parfois liée à des événements imprévus, comme par exemple lorsqu'on a un coup d'État militaire où tout bascule, où on n'a plus une gestion normale du gouvernement, ou lorsqu'il y a des conflits violents, où il est difficile de trouver les acteurs qui sont légitimes pour parler ou non du système, ou parfois lorsqu'il y a des tensions sociales qui créent des tensions, par exemple, entre le Parlement et le gouvernement, entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, ou entre la société civile et le gouvernement, cela peut entraîner des blocages dans le fonctionnement du système. Et ce sont des situations que nous avions vues dans un certain nombre de pays dans lesquels le GIEI travaille. Alors, ce que nous voulons dire globalement, c'est que cette instabilité a des effets, des répercussions très importantes sur le système et ces répercussions peuvent se manifester à trois niveaux. D'abord, au niveau de l'environnement même du suivi, des fonctions de suivi et évaluation, on peut voir que les priorités ont changé, donc l'évaluation n'est plus prioritaire pour le gouvernement, ou bien parfois même l'évaluation est désormais combattue. On peut avoir des désarticulations et des dysfonctionnements dans le système parce que les règles qui étaient établies ne sont plus respectées. Et puis, au niveau organisationnel, on peut avoir aussi des répercussions liées à l'instabilité politique et au niveau individuel parce que les individus ont bougé. Cette situation est très importante à prendre en compte aujourd'hui parce que si on prend la cartographie mondiale, on voit que la fragilité et l'instabilité est devenue pratiquement la norme au niveau international. Donc, on ne peut pas parler de développement du système national d'évaluation sans prendre en compte ces éléments très importants. Et c'est pour cela que les acteurs qui vont intervenir aujourd'hui vont nous présenter des réponses pour développer des systèmes résilients. Nous aurons tour à tour l'intervention de Lorraine Kelly, qui est évaluatrice principale à la Banque mondiale, qui a plus de 20 ans d'expérience dans la mise en œuvre des évaluations, qui a mis en œuvre plusieurs évaluations et qui continue à mettre en œuvre des évaluations dans le domaine de la gestion des conflits, de la gestion des ressources naturelles, qui est un expert sur ces questions-là et qui va partager du point de vue de son expérience ces astuces pour améliorer les systèmes nationaux d'évaluation. À la suite de Lorraine, nous allons écouter aussi Amna, qui est le directeur du CLEAR pour le Pakistan et l'Afrique et l'Asie centrale, et qui a une riche expérience dans l'accompagnement des pays dans le développement de leur système national d'évaluation. Nous aurons l'occasion d'écouter l'expérience du Bénin à travers M. Abdoulaye Bounou, qui est le directeur général de l'évaluation des politiques de l'évaluation des politiques publiques au Bénin. Et enfin, et nous aurons ensuite l'occasion d'écouter Daniel Mikailou, qui est le président de l'Association congolaise d'évaluation. Et enfin, nous aurons l'occasion d'écouter Patricia Koka, qui va nous partager l'expérience du GEI. Donc, sans autre transition, je voudrais donner la parole à Amna, Madame la directrice du Centre CLEAR pour le Pakistan, qui va nous dire comment est-ce que, dans le cadre du Pakistan, ils conduisent le processus de renforcement des systèmes nationaux d'évaluation. Amna, you have the floor. Thank you very much, Edwin. Merci beaucoup. I hope you're able to see my screen. J'espère que vous voyez Hello everyone, and mon écran thank you que je very much partage for avec vous. having me on this panel. Bonjour, je vous remercie de m'avoir I will accueilli au be sein de ce on behalf panel. of, the Je vais countries that we work m'exprimer with, au specifically
nom de mon pays, mais je vais aussi vous donner le point de vue du Pakistan. Au cours des dernières années, nous avons témoigné beaucoup d'instabilité en matière de le paysage politique du pays. Les défis existent, bien sûr, ils sont là. Et ils sont réels, ils existent, on les voit. Et en plus, l'instabilité existe et que cela provoque des actions à court terme. Et ce qui se passe, c'est que vous vous éloignez de tableaux plus général, plus vaste, plus large pour la mise en œuvre des politiques et vous adoptez une vision qui est très étroite. Cela est un défi en soi parce que il faut évaluer des systèmes, donc il faut regarder tout cela dans le point de vue large. Nous sommes aussi aperçus que avec cette instabilité, euh, on perd la confiance dans le système. Donc, les parties prenantes, les clients, il faut du temps pour les convaincre que commencer quelque chose de nouveau peut apporter de nouvelles solutions. Donc, comment est-ce qu'on navigue à travers tous ces défis? Donc, notre fonction consiste à dépasser ces situations pour voir ce qui reste, en changer, ce qui change. Mais devant tout ça, voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer le système ou de créer la demande pour quelque chose qui n'est pas là. Nous devons donc élargir le réseau et donc au gouvernement parle d'une situation idéale quant à la mise en œuvre des politiques du haut vers le bas. Mais il y a des cas où une fois que le gouvernement central change, il y a trop de pièces qui se déplacent et qui se bougent en même temps. Donc, ce que nous cherchons à identifier les acteurs stables dans le système afin de pouvoir développer, renforcer les capacités pour ces initiatives. Est-ce bien que lorsqu'il y a un nouveau système qui s'implante, on peut continuer à travailler? Ce que nous avons fait, c'est que nous participons de façon très active dans le contact avec les fonctionnaires, les serviteurs du gouvernement, parce qu'ils font partie du même système. Donc, pour que toutes ces compétences ne soient pas perdues avec le changement. Donc, même s'ils se déplacent, il y a pas voire d'autres fonctionnaires qui rentrent, mais vous les engagez dans le processus. Par exemple, nous avons une école nationale de politique publique où on forme de nouveaux fonctionnaires. Quel que soit le gouvernement qui arrive, il y a ces acteurs qui sont là constamment. Il y a la possibilité que votre engagement va continuer parce que ces fonctionnaires comprennent bien l'importance de l'évaluation pour la prise de décision. Souvent, nous oublions que les acteurs peuvent changer, mais les bureaux continuent pendant des années et les personnes qui sont là pendant ces longues périodes connaissent ce système très bien, donc il faut les impliquer dans le travail. Et que lorsque vous lancez des initiatives, vous savez que ces personnes sont là pour rester. Une partie, quelque chose que nous voyons assez souvent, bien sûr, je ne décris que notre expérience au Pakistan, d'autres ont parlé de leur propre expérience. Il y a un grand nombre de parties prenantes qui sont impliquées. S'ils sont trop nombreux, il y a dilution de l'effort. Quelquefois, le même travail est fait ou accompli par un autre donateur, une autre organisation de société civile, sans savoir qu'il y a le même travail qui est réalisé par plusieurs personnes différentes. Et cela dilue la pression qu'on peut faire sur le gouvernement. Et il faut rassembler ses forces. Il faut euh, puiser sur les connaissances de tous ces acteurs ensemble. Et c'est quelque chose que nous essayons de faire. Il y a aussi la question de savoir
pourquoi continuer en discussion avec le gouvernement fédéral? C'est bon, parce que c'est là très important. Et à l'évolution du pouvoir, les provinces, par exemple, sont aussi très puissantes en matière d'éducation, santé. Donc, la décision politique repose avec les provinces. Donc, nous essayons aussi, non seulement de travailler avec le ministère, mais aussi les acteurs au niveau des provinces pour voir s'il y a des systèmes ou au moins la demande pour ces systèmes et pour impliquer et pour réussir nos initiatives à leur participation. Voici donc le modèle que nous avons et que nous avons testé. Et enfin, le nombre de ces stratégies que je viens d'énumérer très rapidement, il y a encore une qui est très importante, peut-être même la plus importante. Pourquoi cette vision doit être une vision à long terme? Parce que il faut diviser vos initiatives en phases différentes pour pouvoir montrer à chaque fois qu'il y a des résultats. Parce que il faut montrer les résultats au fur et à mesure que vous évoluez. Donc, il faut bien sûr garder bien sûr à l'esprit la vision à long terme, mais il faut se concentrer aussi sur les bons résultats que vous pouvez partager avec d'autres et montrer que ce que vous faites. Je crois que j'arrive au bout du temps qui m'a été imparti, donc je donne la parole à quelqu'un d'autre. Je suis prêt à répondre des questions s'il y en a. Merci beaucoup. Amna, and thank you Merci for being beaucoup, Amna. respectful of Merci the time. Thank you. d'avoir respecté les temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La discussion nous a vraiment enrichi sur quatre leçons apprises, en fait, qu'il nous convient de considérer ici. L'engagement des acteurs, la collaboration, la nécessité de travailler aussi à des niveaux municipaux décentralisés pour pouvoir s'assurer de la durabilité des effets et aussi, dernièrement, la nécessité de pouvoir célébrer les petites victoires, les quick wins et de les capitaliser dans le process. Et ça, c'est des expériences que nous avons appris de ce que fait le CLEAR dans la zone Asie et Afrique centrale. Nous allons à présent revenir en Afrique et écouter le cas du Bénin. Je vais passer la parole à Monsieur Gounou, qui est le directeur général de l'évaluation des politiques publiques au Bénin, qui va nous présenter l'expérience du Bénin. Alors, Monsieur Gounou, vous aviez la parole. Merci beaucoup. Je suis heureux de participer à ces échanges pour partager avec la communauté l'expérience du Bénin sur le sujet qui nous réunit ce matin. En réalité, au regard de l'introduction que vous avez faite, pour être vraiment résilient dans cet environnement-là, le Bénin a choisi la stratégie d'institutionnalisation de l'évaluation comme étant une fonction au sein de l'administration publique béninoise. Et ce choix aujourd'hui s'est avéré comme étant un choix optimal qui fait que dans le temps, la fonction de l'évaluation est restée tant bien que mal une fonction qui fait son petit bonhomme de chemin. Et cette institutionnalisation, le Bénin l'a engagée en la structurant à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau institutionnel. À ce niveau-là, ce que le pays a fait, c'est de mettre en place un certain nombre d'instruments, notamment légal, institutionnels et réglementaires, pour border un peu la pratique de l'évaluation et à l'ériger comme une fonction. Au niveau
comment appelle-t-on, organisationnel, ce que le pays a fait pour que la fonction traverse les temps, malgré les incertitudes dont vous avez parlé. C'est au niveau organisationnel, c'est de mettre en place un dispositif pour non seulement promouvoir la fonction au niveau national, mais prendre en charge les évaluations et ce dispositif est structuré également à trois niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau stratégique. Et à ce niveau-là, ce que le pays a fait, c'est de créer un Conseil national de l'évaluation qui donne toutes les orientations en ce qui concerne les questions évaluatives au niveau national. Et donc, après ce niveau stratégique, nous avons un niveau tactique. Et à ce niveau tactique, le pays s'est doté d'une politique nationale qui essaye de tracer, euh, comment appelle-t-on, les règles, définir les rôles de chacun, identifier les acteurs clés du processus et définir les interrelations qui doivent exister pour que chacun anime hein, la promotion de l'évaluation au niveau du pays et aussi élaborer un certain nombre d'instruments qui permettent de prendre en charge des évaluations et a défini aussi des normes et standards avec des méthodes pour permettre aux différents acteurs de prendre en charge la question de l'évaluation au niveau du pays. Et maintenant, au niveau opérationnel, le pays a décidé de bâtir un mécanisme de renforcement des capacités nationales en évaluation autour de deux éléments clés. Le premier, c'est avec les institutions de formation au niveau du pays. Et nous avons un certain nombre, trois en particulier pour illustrer ici. C'est l'École nationale d'administration du pays, qui est un partenaire du processus pour renforcer les capacités en termes de formation. Donc, une université privée pour prendre en charge certains aspects spécifiques de l'évaluation, notamment euh, l'école l'école de l'Institut de l'économie d'un compatriote qui a un projet de la Banque mondiale. Hein. Et donc là-bas, on essaye de regarder les aspects en lien avec l'évaluation d'impact. Et nous avons un centre aussi avec l'université d'Abomey Calavi qui s'occupe de l'analyse des politiques publiques. Et donc, c'est des partenariats qui ont été scellés dans le cadre du renforcement des capacités au niveau national pour soutenir la promotion de l'institutionnalisation de l'évaluation. Ça, c'est le premier aspect en termes de renforcement de capacité. Le deuxième aspect que le pays a considéré pour soutenir la promotion de la fonction au niveau national à travers les administrations publiques, c'est la construction de partenariats stratégiques et nous en avons, comment on appelle-t-on, non, 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 c'est la participation aux conférences et organisation de conférences nationales. Alors, sur le plan national, c'est presque connu maintenant. Nous avons une biennale qui est nommée Journée béninoise de l'évaluation. Donc, c'est une biennale qui se tient et qui permet aux différents acteurs au niveau national et international d'actualiser les connaissances en matière d'évaluation et avec Encore une minute, s'il vous plaît. voilà. Et voilà, et aussi avec des participations au niveau international en termes de conférences. Alors, ce que nous pouvons partager avec les panélistes pour ce que nous considérons comme étant des éléments de succès et des éléments à améliorer, c'est que premièrement, trois éléments clés hein, pour ce qui est des éléments de succès. Premièrement, nous disposons d'une politique nationale. Ça, c'est un élément important qui maintient le système en place malgré les vicissitudes. Deuxièmement, c'est l'existence des guides, c'est-à-dire des outils et des normes standards qui permettent de pratiquer l'évaluation. Et enfin, comme élément important, c'est l'existence d'une loi
qui permet de soutenir la fonction au niveau du pays. Mais cependant, nous pensons qu'il y a des marges de progression. Il y a des choses qu'on doit améliorer pour être plus résilient malgré les problèmes qui vont venir. C'est désormais disposer d'un budget subséquent pour soutenir le mouvement. C'est de promouvoir l'utilisation des données de probantes. C'est de rendre systématique les évaluations et à développer la culture de l'évaluation. Et enfin, avoir disposé d'une stratégie nationale de communication sur les questions évaluatives, de façon à ce que toutes les parties prenantes et tous les acteurs impliqués soient informés au jour le jour sur ce que nous faisons au niveau de l'évaluation. Donc, au niveau du Bénin, voilà globalement comment la situation se présente et qui fait que depuis 17 ans que nous sommes dans ce processus, malgré les différents changements institutionnels tels que vous les avez présentés, la fonction continue d'être là parce que ce n'est pas l'activité d'une seule personne, c'est un ensemble d'acteurs, c'est un ensemble de mesures légales, réglementaires qui encadrent le mouvement. Et ça fait que bien, donc, la fonction est toujours là et elle fait son petit bonhomme de chemin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bounou, pour cette riche contribution qui nous permet de voir comment, au niveau national, concrètement, à travers des dispositions réglementaires, mais aussi à travers la mise en place des dispositifs de formation, de renforcement des capacités, et aussi des partenariats, on arrive à soutenir le système dans la durée, malgré les vicissitudes, malgré la fragilité dont il peut faire l'objet. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez me poser des questions dans le chat. Sentez-vous libre de mettre vos questions dans le chat. Bientôt, nous allons avoir la session de discussion où vous pouvez aussi poser les questions. Mais sentez-vous libre si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, d'interagir aussi avec nous dans le chat. Sur ce, nous allons passer du Bénin au Congo, Congo-Brazzaville, où cette fois-ci, nous allons écouter un acteur de la société civile, donc un évaluateur de l'Association professionnelle d'évaluation du Congo, qui va, de sa perspective, partager sa vision des choses avec nous dans le cadre du processus de développement du système national d'évaluation au niveau du Congo. Monsieur Daniel, président de l'Association congolaise d'évaluation, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur Edoé et merci à tous aussi les panélistes. Bonjour. Et mon intervention va être structurée autour de 3 points. Je vais d'abord présenter un aperçu des manifestations de l'instabilité politique institutionnelle au Congo. Ensuite, j'aborderai l'aspect qui concerne l'impact du système du suivi-évaluation, l'impact, n'est-ce pas, de ces manifestations sur le suivi-évaluation. Et je terminerai mon intervention par justement les actions entreprises, notamment par l'ACE, pour contribuer à la construction et à la résilience, n'est-ce pas, du système national de suivi-évaluation. Alors, en ce qui concerne l'aperçu sur les manifestations de l'instabilité politique institutionnelle au Congo, je dois dire que au Congo, après les conflits armés de 1997 et 2002, parce que le Congo a connu de conflits armés en 1997, et si vous voulez, ces conflits se sont poursuivis jusqu'en 2002. Mais après, la situation s'est stabilisée, et depuis une décennie, le Congo jouit, n'est-ce pas, d'une stabilité politique. Alors, donc, quand je dis stabilité politique, ça veut dire que le Congo n'a plus connu de crise politique profonde, n'a pas connu de coup d'État depuis une dizaine d'années. Donc, les institutions publiques, les institutions constitutionnelles et l'administration publique fonctionnent de toute façon tout à fait régulière. Cependant, l'instabilité institutionnelle au Congo est plutôt marquée par les remaniements récurrents du gouvernement. Et je dirais que depuis 2002, le Congo a connu près de 10 remaniements du gouvernement. Et les conséquences de ces remaniements du gouvernement, c'est d'abord
comme on le sait un peu partout, c'est d'abord le fait que il y a la mobilité, il y a la transhumance des cadres qui portent l'agenda de l'évaluation. Parce que généralement, dans les ministères, il y a des cadres qui portent cet agenda-là. Et quand il y a remaniement, généralement, ces cadres-là changent de ministère et ce qui perturbe un peu la mise en œuvre de l'agenda d'évaluation. Et deuxièmement, étant donné que dans les ministères, il n'y a pas de mémoire institutionnelle en tant que telle, hein. Dans nos ministères, généralement, c'est vrai que dans certains ministères, il y a des systèmes d'information, il y a des bases de données, etc. Il y a quelques outils de suivi et d'évaluation, mais qui ne sont pas toujours opérationnels. Et tout est porté par les cadres. C'est surtout les mémoires des cadres. Ce sont les cadres qui ont les documents. Ce sont les cadres qui ont les outils. Et quand ces cadres-là quittent les ministères après un remaniement, ils vont avec eux, avec, n'est-ce pas, des données, des informations, etc., etc., et ce qui pose des problèmes au niveau, n'est-ce pas, de certains ministères qui auront subi cela. Et enfin, il y a l'interruption de toute la dynamique qui a été entreprise, les réformes entreprises, tous les processus qu'on a commencé à mettre en place sont fortement perturbés du fait de ces remaniements-là. Alors, donc, ça montre bien qu'au Congo, l'instabilité, n'est-ce pas, l'instabilité, disons, institutionnelle due au remaniement récurrent a des répercussions négatives sur la construction du système de suivi national de suivi évaluation. En tout temps, je signale qu'au Congo, le système national de suivi évaluation est en construction. Je dirais même sans exagérer, il est encore embryonnaire. Je dis ça parce que quand je reprends les piliers qui ont été présentés par M. Edoé, en prenant le cas, n'est-ce pas, du pilier objectif, je dois dire qu'au Congo, on a des documents qui définissent clairement les objectifs de l'évaluation, hein. On a par exemple la loi sur la performance de l'action publique, on vient d'avoir un décret sur, n'est-ce pas, le suivi et l'évaluation, nous avons le dispositif de suivi et évaluation du plan national de développement, en tout cas, nous avons un certain nombre de documents. Et nous avons aussi des acteurs qui sont très engagés dans le suivi et l'évaluation. Je parlerai du ministère en charge de la réforme de l'État qui est rattaché à la primature. Je parlerai du ministère, n'est-ce pas, du plan de la statistique et de l'intégration régionale qui pilote le plan national de développement et qui est en charge du système, n'est-ce pas, d'évaluation. Et je parlerai du ministère du contrôle. Et nous avons aussi une société civile qui est très engagée. Et maintenant, on a une opportunité, c'est justement le processus de basculement du budget des moyens au budget programme qui est en cours au Congo, et processus dans lequel le suivi et l'évaluation occupent une place importante. Donc, vous voyez que nous avons tous les éléments constitutifs du système national de suivi et d'évaluation, mais je veux dire que ces éléments-là, bien qu'existants, ne sont pas articulés, n'est-ce pas, au sein d'un système en tant que tel, hein. Et donc, on constate que la demande d'évaluation est encore faible au Congo, l'offre également est faible, mais on a quand même quelques outils. Alors, quelles sont les actions que nous mettons en œuvre au Congo pour, n'est-ce pas, renforcer la construction du système national de suivi d'évaluation et surtout, n'est-ce pas, de l'aborder dans le cadre d'une perspective où on doit renforcer sa résilience. Alors, notre association, l'Association congolaise d'évaluation, notamment, joue un rôle important dans l'appui conseil et technique, justement, au gouvernement actuellement, et même à la société civile, parce que nous sommes, l'Association congolaise d'évaluation est membre, n'est-ce pas, du conseil de concertation des organisations nationales de la société civile. Et nous avons organisé des sessions de renforcement des capacités. Encore une minute, s'il te plaît. Combien? Encore une minute, s'il te plaît. Encore une minute. Ok, d'accord. Rapidement. Alors, ces actions-là, c'est surtout ce que nous faisons, c'est que nous nous focalisons sur le renforcement de l'institutionnalisation de l'évaluation et nous proposons de mettre en place une base de données qui va constituer le noyau de l'Observatoire citoyen de suivi et évaluation des politiques publiques et des ODD au Congo. Mais cet observatoire va faire partie de l'observatoire qui a été mis en place par Pleur Afrique. Et nous mettons aussi l'accent sur le développement des partenariats avec les PTF, notamment avec la Banque mondiale, les organisations civiles et les universités. Et nous avons des partenariats importants à développer aussi avec les ministères. Et enfin, nous allons aussi mettre l'accent sur la digitalisation de suivi et évaluation, qui est aussi un élément important pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer la résilience, n'est-ce pas, du système national de suivi et évaluation. En conclusion, l'association congolaise de suivi et évaluation s'est fortement engagée pour la construction du système national de suivi et évaluation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Merci
de ces bels aperçus sur les efforts qui sont engagés au niveau du Congo. Même si c'est un système qui n'existe pas, il y a des choses qui sont en train de faire justement grâce à votre appui, donc à l'appui de l'Association congolaise d'évaluation, dans un partenariat très rapproché avec le gouvernement où l'association joue un peu le rôle d'assistance technique au gouvernement. Nous allons à présent donner la parole à Lorraine. Tout à l'heure dans le chat, il y a d'ailleurs eu une question qui est destinée aux partenaires, une question qui demandait comment faire en sorte que les systèmes de suivi et évaluation des partenaires puissent être mutualisés pour que les systèmes de suivi et évaluation des gouvernements fonctionnent mieux. Et sans nécessairement répondre directement à la question, nous allons passer la parole à Lorraine qui, du point de vue de son expérience en tant qu'évaluatrice au niveau de la banque, va nous expliquer comment est-ce qu'elle voit les solutions possibles pour avoir un système de suivi et évaluation résilient au niveau des pays. Lorraine, you have the floor. Bonjour tout le monde. How are you? Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Thank you very much. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question immédiatement, mais je vais faire de mon mieux, comme j'ai travaillé sur mes remarques aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un honneur. Je m'appelle Lauren Kelly. Je suis responsable de l'évaluation dans le groupe d'évaluation indépendant de la Banque mondiale. Je parle en mon propre nom aujourd'hui, mais également en tant que, comme l'intervenant principal l'a dit, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'évaluation du point de vue des grandes institutions. Je me permets de commencer. Eh bien, je vais faire un commentaire sur ce qui a été dit. Je vois qu'il y a des activités qui génèrent une confluence en Afrique, notamment pour l'élaboration de politiques, de législation, et des politiques qui appuient l'effort d'évaluation. Donc, les donateurs comme la Banque mondiale, par exemple, doivent s'appuyer sur ces réalisations parce que, comme le dernier orateur dit, peut-être que nous sommes à l'état embryonnaire, mais le moment de maturité va arriver. C'est peut-être maintenant le bon moment d'appuyer ces systèmes d'évaluation dans les pays, du point de vue de la Banque mondiale, bien sûr. Dans nombre de pays, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs systèmes différents qui émanent des pays et il y a une augmentation considérable et en ce qui concerne l'aide de développement, financement, et il y a une augmentation aussi des prêts basés sur les réalisations de résultats pour appuyer les systèmes nationaux. Les systèmes nationaux doivent avoir un système de collecte de données très important, des analyses très importantes pour rendre les gouvernements redevables et pour montrer les résultats. Certains ont dit que ils travaillent avec les bailleurs pour trouver l'appui à leurs centres respectifs. L'année dernière, il y avait 491 centres représentant 60 milliards de dollars en financement par la part de donateurs. On parle par exemple qu'il y a une fragmentation des bailleurs, mais voilà, il y a 491 projets avec leur propre système de suivi et évaluation. Et donc, tout cela doit être mis en commun, mutualisé, pour ainsi dire. L'année dernière, seulement, il y a eu 2 milliards de dollars d'appui au budget des pays d'Afrique de l'Ouest, la moitié destinée au Bénin. Je vois le Nigeria, le Togo, le Congo. Je vois des pays qui ne reçoivent pas tellement d'argent en appui de leurs initiatives. Donc, c'est un changement radical sans que l'évaluation et le suivi reçoivent beaucoup d'argent. Et je ne parle que pour les dons de la Banque mondiale. Donc, ces systèmes d'appui budgétaire exigent
l'utilisation des propres systèmes de suivi évaluation des pays pour montrer l'efficacité de ces prêts. Un financement de projet, par exemple, 2% de financement de projet est destiné au suivi et à l'évaluation. Les pays sont censés utiliser leur propre système d'évaluation suivi. Donc, on lance aussi des appels à l'attention des organisations comme la Banque mondiale de, en même temps, offrir une assistance technique, un financement par assistance technique pour la collection des données, l'analyse statistique des données, qui est un élément de base pour faire bien marcher les systèmes de suivi d'évaluation dans les pays, et eux, bien sûr, influer la décision politique. Il y a un programme d'un demi-milliard de dollars pour l'Afrique de l'Ouest pour le renforcement des capacités de l'EDA. Et cet argent va être destiné à la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, et chacune de ces initiatives vise à promouvoir la transparence, la redevabilité, l'harmonisation, et pour que les fonds ainsi destinés servent au renforcement de la capacité et d'élaboration de politiques. Donc, je montrais qu'au fur et à mesure que nous changeons les systèmes qui existent dans les pays, et lorsque nous tournons vers les pays, leur demandant pour utiliser leurs propres ressources pour ces systèmes, il incombe aussi aux donateurs de développer les outils qui vont vous aider à faire ce qu'on vous demande de faire. Assistance technique, financement de projets d'investissement, etc. Qu'est-ce que cela veut dire pour ce qui concerne les pays où il y a beaucoup de perturbations, de troubles au fur et à mesure que vous traversez ces périodes de tentatives de coup d'État, Mali, Niger, je pense maintenant à haute voix. Mais pendant que vous traversez cette marée de troubles, qu'est-ce que vous pouvez faire pour renforcer les capacités dans vos pays, l'organisation à partie prenante multiple, par exemple? Nous avons des cadres, bien sûr, de partenaires avec les pays. Le Banque mondiale a changé ses stratégies de relations avec les pays. Cela doit se concentrer maintenant sur les résultats totaux dans le pays, pas par projet. La stratégie du pays doit être mise en exergue. Les systèmes d'évaluation et suivi des pays, nous devons nous concentrer sur la comparaison des bailleurs aussi entre eux, et nous avons besoin de données, mais pour l'ensemble des pays et non pas projet par projet. Les pays ont reçu des affectations plus importantes de IDA. Et certains de ces régimes appuient certains plans pour ce qui concerne l'amélioration de la stabilité, la résilience et pour éviter les états de fragilité. Cela exige qu'il y ait des systèmes nationaux pour ce faire. Je vais vous présenter ces liens. C'est important pour vous. Mais au niveau du pays, le cadre de relation avec le pays, par exemple, le suivi des résultats par pays et comment vous allez suivre cette relation, ce cadre de relation avec le pays. Comme partie de ce suivi qu'on fait avec le pays, il y a deux autres véhicules très importants. Et tout cela, bien sûr, suit certaines normes pour l'engagement des parties prenantes. Il y a des exigences de transparence, de révélation, c'est-à-dire ces systèmes s'appliquent à tous les projets pour tous les bailleurs et il faut qu'il y ait un suivi très précis sur chacun de ces projets. Il y a du financement pour faire ce suivi, cette évaluation. Encore une observation avant de passer la parole.
Vous avez dit, par exemple, que souvent en Afrique de l'Ouest, il y a des situations transitoires. Il y a des données qui montrent qu'en Afrique de l'Ouest, l'état de vos institutions politiques, je veux dire, montre qu'il y a des problèmes avec leur nature démocratique. Et les démocraties ont besoin de transparence, de redevabilité. Il faut montrer les éléments probants. Il y a une démocratie, donc il faut quelque chose de plus que le bon résultat de développement. Il faut pouvoir aussi répondre aux attentes de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et autres. Donc, cette initiative NGA, c'est l'élaboration de politiques basées sur des données probantes dans des systèmes politiques qui encouragent la transparence et la redevabilité. Je vous encourage, je vous félicite dans toutes ces initiatives. Merci beaucoup. Thank you very much, Lauren. And that's quite good Voilà introduction une to excellente introduction pour ce que va dire Patricia sur le GIEI. Patricia, vous avez la parole. Thank you, Edouard. Merci, Edouard. Oui, bien sûr. Lorraine a planté le décor parfaitement pour moi. Et voici pourquoi le GIE a été créé. C'est pour encourager la collaboration entre les différentes institutions et organisations de par le monde. Je vais très brièvement vous dire que lorsque nous parlons sur le GIE, nous parlons de l'entièreté du réseau formé par des donateurs, des partenaires, d'autres organisations de développement, mais il est formé aussi par une équipe mondiale dont je fais partie. Et toute cette équipe se trouve à Bruxelles. La plupart de notre travail est effectué au niveau de nos partenaires de mise en œuvre. Anna Edoez, le directeur, par exemple, pour les centres CLIA de l'Afrique. Et nous avons des partenaires pour la mise en œuvre dans le monde entier. Et la formation de capacité est faite par des initiatives de formation. Il y a des initiatives francophones, par exemple, de formation. Et en tant qu'équipe globale, nous enrichissons cette plateforme de connaissances. Vous savez qu'il y a des évaluations qui profitent de ces initiatives. Lorsque je parle de GIEI, je parle de le réseau qui s'étale sur le monde entier. La raison pour laquelle on a créé le GIEI, c'est parce qu'on voulait s'assurer que tous ces efforts pour renforcer la capacité dans plusieurs systèmes, c'était d'un point de vue stratégique et coordonné. Nous avons donc des valeurs fondamentales que vous voyez sur l'écran. L'appropriation par le pays, par exemple. Nous voulons améliorer la prise de décision basée sur les éléments probants et pour ce faire, il faut qu'il y ait l'appropriation des autorités locales. Nous offrons, par exemple, des conseils et des orientations basées sur tout ce réseau de donateurs. Et nous mettons l'accent aussi sur le fait qu'il faut utiliser des méthodologies qui sont spécifiques pour le pays et ils sont appropriés par les autorités locales. Donc, il faut s'assurer aussi que chaque approche que nous adoptons renforce le système. Une manière de renforcer l'appropriation par le pays, c'est de tenir compte des questions environnementales que confrontent tous les pays maintenant, qui est particulier pour chaque contexte national. Cela, bien sûr, permet aux pays de s'approprier de ces systèmes de suivi-évaluation. L'inclusion, c'est une valeur importante et notre réseau s'efforce pour inclure la question du genre et de la jeunesse
pour appuyer les systèmes de suivi et évaluation plus inclusifs. Collaboration. Je ne vais pas faire doublon ici et redire ce qui a été déjà dit. Mais bon, on travaille pour renforcer la coopération entre les partenaires, les institutions. Et nous avons deux plateformes pour cela. Et nous avons des approches, nous avons des repositoires d'informations qui consistent à expliquer comment renforcer ce système de suivi et d'évaluation. Nous organisons des événements aussi où on discute de ces questions de suivi et évaluation pour écouter tous les différents points de vue. Et puis, il y a la réponse culturelle. Nous essayons d'être responsables du point de vue culturel. Nous avons mis au point des outils diagnostiques avec CLEAR d'autres, et ce sont des outils qui peuvent bien sûr être adaptés aux besoins de chacun des pays. Donc, par le biais du travail que nous avons déployé au niveau de chacun des pays, j'ai demandé à mes collègues de me dire quels sont les enseignements qu'ils ont tirés à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas ce que j'ai trouvé moi-même, ce sont mes collègues qui ont trouvé tout cela, mais j'ai l'honneur de présenter leurs résultats. Donc, tout d'abord, et ça c'est quelque chose dont l'intervenant le panéliste du Bénin a déjà parlé, il faut avoir des systèmes qui soient adaptables et flexibles parce que les contextes changent rapidement. Et par conséquent, nous devons tenir compte du fait que le manque de sécurité, le déplacement des dynamiques de pouvoir, etc., peuvent avoir un impact. Deuxièmement, nous devons vraiment regarder la participation et donc pour s'assurer que ce que nous créons soit pertinent, durable, soutenable, efficace. Des systèmes MEE efficaces impliquent une participation, y compris les gouvernements, y compris les organisations de la société civile, les communautés, les experts locaux, etc. Un autre principe clé ou une autre leçon à envisager à garder à l'esprit lorsqu'on crée des systèmes de suivi d'évaluation, suivi et évaluation. Hello, Patricia, can you hear me? Alors, convivial et facile à mettre en œuvre. Donc, dans ces systèmes, un autre principe qui a été mentionné qui concerne l'intégration de ces efforts avec des aspects d'action. Amma en parlait, le fait d'avoir des plans qui soient orientés action avec de la programmation pour que tout cet effort de mise en place d'un système de suivi et d'évaluation ne devienne pas pour qu'il reste pertinent. L'innovation technologique devrait être utilisée pour la cartographie, la collecte de données, utilisation de toutes les plateformes qui peuvent permettre un suivi en temps réel et pour s'assurer aussi de l'opportunité et de la fiabilité des données, notamment dans les zones où il y a des situations instables. Il est important que ces systèmes soient soutenus par les structures de pouvoir en place et par conséquent, il est essentiel pour toute personne qui soutient la création de systèmes de suivi et d'évaluation qu'ils incluent une relation très forte avec les responsables politiques et avec d'autres entités ou groupes d'influence. Et enfin,
Et ce n'est pas la moindre des choses. Il y a ce besoin continu pour un développement continu des capacités, parce qu'en renforçant, avec le renforcement de capacités au niveau individuel et institutionnel, on assure une amélioration de l'expertise locale, on encourage l'apprentissage et on garantit une durabilité dans le long terme. Ayant dit cela, c'est donc la fin de ma petite présentation. Je vous rends la parole et en attendant, je vais mettre dans le chat une longue liste de liens vers différents outils, différentes ressources que nous avons sur nos sites web. Oui, et ça sera parfait parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé quels sont les programmes de formation. Donc, si cela ne vous dérange pas, si vous pouviez également partager des liens pour les Merci formations beaucoup disponibles. pour vous qui nous suivez jusqu'à présent. Je crois que nous avions eu là les différentes interventions des panélistes qui nous amènent à comprendre que mettre en place ou développer des systèmes nationaux d'évaluation, de suivi-évaluation résilients, ce n'est pas facile, ça demande une stratégie bien pensée, ça demande des interventions à différents niveaux sur les cadres réglementaires, sur les outils techniques, en matière de renforcement des capacités, en matière de développement des partenariats. La route est rocailleuse, elle n'est pas facile, mais c'est possible si on prend les bonnes mesures, les bonnes dispositions pour justement rendre le système résilient, participatif, inclusif. Nous allons à présent ouvrir la discussion à vous. Si vous aviez des questions, vous pouvez juste lever la main. Nous allons pouvoir prendre vos questions ou si vous aviez des commentaires, des expériences que vous voulez aussi partager avec nous, c'est l'occasion de le faire. Vous pouvez juste lever la main et nous allons vous donner la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et nous serons ravis de vous donner la parole. En attendant, il y a quelques questions qui étaient dans le chat que je voudrais partager avec les différents panélistes. Alors, il y a un intervenant qui a interpellé M. Gounou sur le rôle que les évaluateurs émergents peuvent jouer pour rendre les systèmes résilients. Il y a une autre question sur comment les partenaires peuvent mutualiser leur système de suivi et évaluation pour faciliter la résilience des systèmes de suivi et évaluation des pays eux-mêmes. Je pense que c'est une question sur laquelle Lorraine a un peu déjà touché, mais s'il y a d'autres panélistes qui veulent réagir sur ça, vous pouvez intervenir. Alors, toujours pour M. Gounou, l'Observatoire est-il autonome pour porter les évaluations de manière indépendante? Et puis, une question pour Amna et euh, pour, pour, pour Patricia. Comment est-ce que nous pouvons tenir compte des coûts des facteurs dans la mise en place des systèmes de suivi et évaluation? Comment tenir compte du facteur coût dans la mise en place des systèmes? Ça, c'est une question probablement pour Amma ou tout autre membre du panel. Et enfin, est-ce que vous pouvez recommander un système numérique qui peut regrouper différents secteurs dans le pays? Je vais passer la parole aux différents panélistes pour répondre à ces questions. Je vais commencer par M. Gounou. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Edoé, et merci aussi les autres collègues panélistes et ceux qui sont en ligne et qui ont posé des questions. C'est des questions intéressantes et qui témoignent un peu de l'intérêt que nous tous nous portons à la résilience de nos systèmes nationaux d'évaluation. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps dans le cadre de ce panel-là de dire qu'est-ce que c'est que vraiment un système national d'évaluation. On est passé là-dessus rapidement. Mais ceci étant,
La première question demande quel peut être le rôle des évaluateurs émergents pour justement accompagner cette résilience des systèmes nationaux d'évaluation. C'est tout simple. Nous l'avons dit rapidement dans notre présentation que la résilience passe par un des piliers dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'existence au niveau national d'une capacité nationale en évaluation. Ça, c'est un fait et c'est un facteur important. Lorsque vous voulez disposer d'un système national d'évaluation résilient, ça commence par, au niveau national, de disposer d'un vivier important de professionnels en cette matière. Et les évaluateurs émergents, pour nous, constituent une cible importante et déterminante si nous voulons perpétuer la fonction dans le temps. Et donc, pour ce qui est du Bénin, il y a tout un programme, toute une stratégie qui est mise en branle pour l'incorporation de ces jeunes évaluateurs qui émergent à travers ce que j'ai présenté rapidement, les partenariats que nous avons avec l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université de Parakou et quelques instituts qui forment des gens, des jeunes qui s'intéressent à ce métier et que nous recevons dans nos différentes directions pour pratiquer, pour faire des stages en cette matière. Donc, je pense que c'est déjà un début d'incorporation de la jeunesse à ce métier pour que on s'assure que la relève est en train d'être préparée. La deuxième question, c'est de dire est-ce qu'il n'est pas opportun de nouer des partenariats entre États pour mutualiser un peu ce que nous apprenons des uns des autres pour consolider nos systèmes nationaux d'évaluation. Oui, c'est vrai. Depuis 2016, par exemple, si le Bénin est arrivé là où il est arrivé, c'est parce que le Bénin est rentré dans cette logique, hein, la logique de partenariat entre pairs qui a à peu près le même système, la même démarche, la même approche en ce qui concerne la promotion de la fonction évaluative au niveau des pays. L'exemple que j'aime donner souvent, c'est cette coopération entre l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Bénin, qui a donné naissance à une organisation continentale que nous appelons Twendembele et qui nous permet d'apprendre entre les pairs. Les succès des uns peuvent inspirer les autres et les échecs des uns peuvent également inspirer les autres. Donc, nous avons beaucoup profité de ce type de partenariat pour consolider notre système sans compter que, au-delà des pays, nous avons noué des partenariats stratégiques avec des institutions internationales, comme par exemple le PNUD, comment on appelle-t-on, Trois Yeux, Clear Afrique francophone et anglophone à la fois. Nous avons ces partenariats et qui nous renforcent dans ce que nous sommes en train de faire en termes de bonnes pratiques, en termes de méthodologie et en termes aussi comment appelle-t-on, d'organisation du système. Et enfin, Oui. troisième question pour ce qui me concerne, c'est est-ce que la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social que nous sommes a des coudées franches pour entreprendre des évaluations indépendantes? Alors, sur ce point, je dois dire rapidement comment nous sommes organisés au Bénin. Au Bénin, nous avons fait une dichotomie entre les évaluations des projets et des programmes et les évaluations des politiques publiques. Bon, donc, pour ce qui est des évaluations des politiques publiques, la Direction générale de l'évaluation que nous sommes a vraiment un contrôle plus ou moins total sur ce processus, alors que pour ce qui est des programmes et des projets, nous n'avons pas le contrôle là-dessus parce que c'est une autre entité de l'État béninois qui s'en occupe, en l'occurrence la présidence de la République, et il y a un dispositif qui s'occupe de cela. Mais le lien entre ce démembrement, c'est que nous tous, chacun de sa position, doit utiliser les normes et les standards définis au niveau national pour faire le travail qu'il a à faire. Et donc, s'agissant de nous, en tant que Direction générale de l'évaluation, nous avons choisi au niveau du Bénin
pour des raisons d'indépendance, des raisons de probité, des raisons de confiance dans notre production, nous avons choisi de faire la gestion du processus évaluatif au niveau de la direction générale et nous laissons la pratique évaluative à des experts externes à notre direction que nous recrutons et nous contrôlons le processus et c'est des experts qui nous font de la production. Donc, voilà comment est-ce que nous gérons ça pour éviter d'être taxés d'impartiaux dans l'appréciation des données, des productions que nous sommes en train de faire. Donc, OK. voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gounou. That was a very Oui, merci. Ça, important c'était question une that question I très would importante. like J'aimerais to maintenant invite inviter Anna et Lorraine à répondre, Ama et Lorraine à répondre à cette question. Si on considère, surtout dans des pays qui sont essentiellement pauvres, euh, donc comment voir ce facteur coût par rapport à la mise en place de suivi et d'évaluation? Ama, est-ce que vous pourriez partager votre avis là-dessus? Oui, c'est une question tout à fait valide. Et spécifiquement, si on parle en termes non seulement de ressources assez manquantes, mais parfois même de faibles capacités, tout d'abord, souvent, ce que nous voyons dans les programmes, la théorie du changement est très faible. Il faut vraiment savoir quel est l'objectif, quel est le résultat que vous recherchez pour ne pas faire un mauvais usage de vos efforts de suivi et évaluation. Deuxièmement, il faut voir les ressources. Quelles que soient les ressources que vous avez, il faut développer leurs capacités. C'est important au niveau individuel, mais le niveau institutionnel devient extrêmement important parce que c'est là que le travail se fait. Il faut comprendre quels sont leurs besoins plutôt que d'avancer avec des formations génériques. Il faut comprendre quels sont leurs programmes et pour que ce que vous leur offrez soit vraiment utile et applicable. Donc des formations qui soient utiles sur le plan pratique. Ça, c'est important. Troisièmement, lorsque on cherche des solutions, des méthodologies, on ne recherche pas des solutions très onéreuses. On a beaucoup de programmes, mais dans des environnements instables, de toute façon, ce n'est pas possible. Donc, en cherchant les méthodologies dont on a parlé, euh, des choses, par exemple, qui sont des solutions rapides, qui donnent des résultats, qui ont une nature pratique, donc qui permettent de faire du suivi de l'évaluation, ce qui encourage les autres, qui donne des résultats. Et comme ça, vous pouvez, avec cette approche pas à pas, vous créer des progrès. J'espère que cela répond à une partie de votre question. Yeah, Oui. yeah, sure. Lauren, do you want to jump in? Lauren, Or, would you like Patricia? to add something? Maybe just a couple comments. Quelques If I commentaires could, this rapides, si vous me question is not gonna permettez. be Je sais que ça va être last satisfaisant, mais bon. not doing Bon, quand je pense au coût de ne pas effectuer ces évaluations, est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on pense au coût pour la société quand on ne connaît pas ces choses-là? Quelques des orateurs ont parlé d'indépendance pour la fonction de suivi et évaluation. Qu'est-ce que cela veut dire? Non seulement l'analyse, la collection de données, mais maintenir l'indépendance de ces institutions responsables d'évaluation en termes de coût institutionnel, le coût financier aussi d'effectuer ces évaluations. Dernier orateur dit que bon, c'est au résultat qu'on connaît l'initiative. Donc, c'est au fruit qu'on connaît à l'arbre. Donc, c'est quelque chose quoi, il faut réfléchir. Enfin, le suivi par des tiers, par exemple, tierces parties. On n'a pas parlé de ça, mais je vais vous présenter un autre hyperlien sur le chat. Réfléchissez aussi sur le rôle que vous jouez pour orienter, pour conseiller en faveur de l'appui de tous ces systèmes. Lorsque je faisais partie, lorsque je pense à ces systèmes suivis par les tiers, je vois tout le travail qui doit être effectué, la formation qui est nécessaire. Je crois que quelquefois les bailleurs ne le connaissent pas. Donc, cette suivi par des tierces parties, quelquefois aussi suscite des conflits d'intérêts.
dépendant, enfin, en fonction aussi, bien sûr, des méthodes qu'on utilise pour recruter des données. Oui, ces systèmes ont un rôle très important à jouer malgré tout cela. Merci. Merci. Patricia, vous voulez ajouter quelque chose? Je n'ai rien à ajouter à ce qu'a été dit, mais je vois que d'autres ont levé la main, ils veulent intervenir. J'aimerais leur donner la possibilité. Yann, Monsieur Yann Odoput. Bien. Vous m'entendez? Oui. Merci. Sujet très intéressant. Bonjour à tous. Je crois que nous avons entendu le Congo et d'autres pays expliquer exactement tous les éléments qui entrent en jeu pour cela. Mais la question centrale se pose sur le côté de la demande. Qui c'est qui demande le résultat de ces investissements, des preuves, non seulement pour satisfaire les bailleurs ou négocier certaines choses, mais pour le développement du pays? Et quel est le moteur de cette initiative? Si vous avez une demande qui est très forte, nombre de vos problèmes seront réglés automatiquement. Et cela est lié au concept émis par le Pakistan ou le Congo, par exemple, sur la continuité du système. Avec le temps, il faut assurer la continuité de ces systèmes pour aussi, si vous voulez, renforcer la demande. La question cruciale pour moi est la suivante. Comment nous encourageons, créons, exprimons, encourageons, articulons la demande qui est importante pour aussi les responsables des prises de décision et pour la société civile, le rôle de la société civile aussi pour promouvoir cette demande. Cela d'être pris en compte, c'est un facteur qui peut énergiser toutes ces compétences, ces capacités et nous rendre ces systèmes d'évaluation plus résilients. Merci Yann pour vos commentaires très valides. Deux personnes ont demandé de prendre la parole. Monsieur Dayou. Monsieur Dayou, vous avez la parole. Alors, oui, Dairou, voilà. J'ai quelques problèmes de connexion. Nous vous entendons. Nous entendez-vous, Monsieur Dairou? Peut-être que Roger, est-ce que vous voulez intervenir pendant que M. Dairou règle son système? Vous m'entendez? Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Encore bonjour à toutes et à tous. Encore mes félicitations aux différents panélistes pour leur présentation. Moi, ma question est adressée notamment à M. Gounou du Benin. J'ai bien suivi sa présentation et moi, je m'intéresse beaucoup dans le cas de la mise en place d'un système d'évaluation, notamment ce qui concerne donc, le rôle des acteurs dans ce système national de suivi et évaluation. Et je voulais bien savoir, dans le cas du Benin, quel est le rôle qui a été assigné notamment à l'association, au réseau béninois de suivi et évaluation? Ce que je voudrais quand même séparer les organisations de la société civile du réseau béninois de suivi et évaluation. Donc, je voulais bien du côté du Bénin savoir un peu quel est le rôle qui a été assigné au réseau béninois de suivi et évaluation dans le cadre lors de la construction de leur système national de suivi et évaluation. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup pour cette question sur le rôle de la société civile. Je pense que Daniel et Monsieur Gounou, vous allez garder cette question pour votre remarque conclusive. Nous allons prendre un autre intervenant qui a la main levée en attendant. Je vois la main de Madame Florence Eta. Madame Florence Eta, will you jump in?
Florence, Madame Florence Eta. Yes, can you hear me? Yeah, I Oui, can on hear vous you. entend. Hi, can Nous you vous hear me okay entendons. now? Oui, vous nous Yeah, entendons. Oui, we vous can nous hear you. entendons. Great, great. Thank you very much. And thank Merci. you for the Merci presentation. I beaucoup must confess, pour les exposés. some of it makes J'avais un problème de calendrier, donc j'ai pas tout assisté, mais suffisamment pour comprendre beaucoup de ces conversations. J'aimerais brilliant question about euh, demand. abonder dans la question suscitée par notre collègue sur la demande. J'aimerais vous présenter l'exemple du Kenya. Cet exemple montre qu'on peut créer la demande au niveau du pays, à l'intérieur du pays, au niveau politique les plus élevés. Et c'est ça qui vraiment met en route le système. Lorsque le président du Kenya a été élu, un mouvement populaire, c'est l'opposition qui a remporté l'élection cette année-là. Mais à l'époque, l'idée était que le gouvernement devrait montrer au public que leur nouvelle politique allait bien marcher. Ils avaient un système intéressant d'élaboration de politique et il y avait donc l'institution d'un système national d'évaluation qui a été affecté au ministère de l'Environnement. Et c'est ça qui a lancé la balle autour de cette idée d'institutionnaliser, d'investir en matière de suivi et évaluation. À l'époque où les données, à l'époque, bien sûr, les données étaient existaient. Donc, on a nommé des fonctionnaires dans tous les ministères pour y appuyer tout cela. Et donc, il nous a fallu 13 ans pour approuver les politiques nationales d'évaluation de la part du gouvernement. Simplement pour Donc, montrer cela que montre l'importance critique de la politique en question. Donc, ces idées peuvent être utilisées par les bailleurs de fonds. Donc, nous devons comprendre nos systèmes politiques un peu mieux et nous devons assurer un certain suivi, c'est-à-dire nous devons discuter avec les chefs de l'opposition. Eux aussi s'intéressent à ce suivi et qu'ils aient des éléments probants pour lutter contre le gouvernement en place sur la base de données réelles. C'est ça que je voulais vous dire, que c'est possible, ça a été fait, même si à l'heure actuelle, la situation est un peu instable au Kenya, mais bon, ce sont des exemples qui, bien sûr, s'appuient sur les exemples d'Ouganda, Afrique du Sud. Et je vais d'ailleurs remercier mes collègues des excellents exposés. Merci, Madame Florence, pour ces commentaires très valables concernant comment on peut impliquer les niveaux de direction des décisions du pays les plus élevés dans ce processus. Bonjour, Monsieur Dailleux. Est-ce que je peux prendre la parole? Est-ce que je peux dire quelque chose maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour. Nous entendez-vous, monsieur? Non. Donc, je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce webinaire. Nous allons conclure rapidement avec un dernier tour de table des différents panélistes. Alors, je propose 1 minute à chaque panéliste pour dire 2 ou 3 mots sur les différentes questions ou commentaires qui viennent d'être faites, notamment le commentaire sur l'importance
des décideurs de haut niveau, mais aussi la question fondamentale sur la demande que M. Yann a posée tout à l'heure. Alors, je vais commencer par M. Daniel. Vous aviez 1 minute pour nous donner votre conclusion sur la discussion qui vient d'être faite. Merci, Monsieur Doué. Je pense que justement, dans les piliers que vous avez présentés, la demande est un pilier important pour la construction du système national de suivi et d'évaluation. Et ce qu'on essaie de faire au Congo pour promouvoir la demande, c'est surtout vraiment de jouer sur l'institutionnalisation, parce que les textes sur lesquels ils sont en train de travailler posent, n'est-ce pas, l'exigence d'élévation des politiques publiques par les ministères. Et en même temps, il faut renforcer les capacités ministérielles pour le faire. Et deuxièmement, nous jouons sur le renforcement des capacités de la société civile. La société civile, justement, pour qu'elle puisse faire des actions de plaidoyer, etc., pour pouvoir également jouer sur la demande. Et enfin, nous jouons sur le développement des partenariats avec les partenaires techniques et financiers, parce que c'est important que les partenaires techniques et financiers s'impliquent, puisqu'ils exercent beaucoup d'influence, n'est-ce pas, sur ce genre d'action. Et d'ailleurs, le diagnostic des capacités nationales suivant ce qu'on a réalisé avec l'appui de Claire Afrique a bien montré, si vous voulez, l'importance, n'est-ce pas, de la promotion de la demande et de ce qu'on peut faire pour essayer de la promouvoir et tous les leviers que je viens d'indiquer. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup. Monsieur Gounou. Ouais. Très bien, merci. Pour ce qui est de la demande, nous avons toujours considéré au niveau du Bénin qu'elle était l'un des piliers fondamentaux de notre système que nous sommes en train de construire. Et pour cela, 3 acteurs clés ont été identifiés pour construire la demande. C'est d'abord le gouvernement lui-même à travers l'administration publique, qu'elle soit centrale ou locale. Deuxièmement, c'est les organisations de la société civile qui doivent faire de la pression sur la mise en œuvre des initiatives publiques. Et troisièmement, c'est l'Assemblée nationale qui a, vous savez, dans ses missions, a le contrôle de l'action du gouvernement. Et donc, cette Assemblée nationale doit pouvoir utiliser les informations, les données probantes pour faire ce contrôle. Donc, notre système est bâti autour de ça et travaille en étroite collaboration avec ces grands acteurs-là pour promouvoir la demande au niveau national. Alors, pour ce qui concerne le rôle de façon précise de la société, du réseau national de l'évaluation, le réseau béninois de l'évaluation, dans nos textes, nous sommes clairs là-dessus. Au niveau institutionnel, ce réseau-là fait partie du comité dont j'ai parlé, le comité national de l'évaluation, le CNE. Donc, au niveau des orientations, cette association nationale de l'évaluation a sa place et contribue à la définition des stratégies au niveau national en ce qui concerne l'évaluation. Le deuxième rôle que cette association a, c'est le rôle de la professionnalisation, n'est-ce pas, de la pratique évaluative. Donc, les membres de ce réseau-là doivent à tout prix être des professionnels sur cette question et participer non seulement au renforcement de capacité des membres, mais promouvoir la déontologie et les meilleures pratiques en ce qui concerne l'évaluation au niveau du pays. Donc, ces 2 rôles-là sont tenus par l'Association béninoise de l'évaluation et c'est dans nos différents tests, y compris la politique, la loi qui vient d'être votée et les différents règlements qui sont en cours, y compris également leur propre protocole de fonctionnement en tant que réseau national. Donc, voilà globalement ce que je dois dire pour terminer sur ce sujet. Merci beaucoup. Lauren, your last word. Just thank you for having me. Oui, merci de m'avoir invité. Je voulais vraiment soutenir ce que les autres intervenants ont dit. Ils sont dans des postes plus importants que moi par rapport à la génération de la demande, au fait de générer de la demande. Il y a un espace aussi, j'aimerais dire, même lorsque la demande est générée, pour mettre en œuvre des politiques et comprendre comment la mise en œuvre, le rôle du suivi et de l'évaluation pour la mise en œuvre. L'idée que n'importe quelle politique peut être mise en place tout en étant basée sur les preuves, mais comment est-ce qu'elle est
mise en œuvre et ce rôle des systèmes au niveau national des SEE pour soutenir ces politiques, y compris des groupes d'opposition, réfléchir à la façon dont les politiques affectent les gens lorsqu'elles sont mises en œuvre sur le terrain. Donc, il y a un énorme espace pour tout ceci. Merci beaucoup de Je m'avoir pense que invité. dans Merci beaucoup. la question, il y a cette préoccupation-là, non seulement de la demande de manière mécanique, mais de la qualité de la demande et qui fait la demande. Et peut-être ça, c'est un élément très important sur lequel on doit continuer à réfléchir. Peut-être que, Amna, do you want to come in for your Amma, est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot avant la clôture? before the closing? Amna? Amna? Apologies, I couldn't hear you. Désolée, je ne Once vous entendais again, pas. thank Encore you une very fois, much. merci I think beaucoup. this was C'était really vraiment une discussion extrêmement intéressante et je suis tout à fait d'accord avec les réponses données déjà par les membres du panel. Une il y a aussi l'idée de dissocier la négativité qui va avec l'évaluation, parce qu'une fois que les gens pensent, eh bien, c'est là que, en fait, ils doivent vous rendre des comptes. Si vous voulez, notre processus pour créer cette demande, comme nous sommes au début, au tout début de la naissance d'une demande au niveau du pays, surtout au niveau les plus élevés, il faut s'assurer que la manière dont nous montrons ce qu'est l'évaluation, l'idée, c'est d'avoir des apprentissages, de s'améliorer, de prendre de meilleures décisions basées sur les données et ensuite aligner les incitations pour que vous n'ayez pas qu'ils n'aient pas leur propre système qui agissent à l'encontre de ce que sont leurs priorités. Donc, effectivement, il y a un équilibre très fin entre ces différentes incitations. L'idée, c'est il faut les aligner et c'est ça sur quoi nous travaillons, développement des capacités, renforcement des capacités, développe la communication. Enfin, l'idée de mentionner cet aspect toujours, il ne s'agit pas simplement de la redevabilité, que vous soyez devant les autres d'une façon négative, donc qui vous jugent, mais l'idée, c'est de vous aider et de vous aider à aider le pays. Donc, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité à cette discussion. Thank you, thank you. You are all Merci, wonderful. merci. Vous êtes tous merveilleux. Et euh, Patricia, merci beaucoup et merci à tous qui avaient participé à ce séminaire. Et remarque de clôture de Patricia. Merci beaucoup à tous les membres du panel, à tous les participants. Question excellente. Et je crois que l'une des choses auxquelles je réfléchissais pendant que vous travaillez, c'est le rôle de ce type d'événement également pour développer une sensibilisation sur l'importance des preuves dans les prises de décision et ce que nous pouvons faire pour renforcer différents systèmes. Et j'espère que le GEI continuera de faire tout cela au travers d'une série d'événements. Ce n'est pas simplement un espoir, c'est ce que nous allons faire. Ma dernière remarque, c'est de vous inviter tous à nous rejoindre durant la semaine d'évaluation locale globale, durant la première semaine du 3 au 7 juin. Il y a des événements dans le monde entier, plus de 200, pour un partage et une organisation sur les expériences locales, différents aspects des systèmes de suivi et d'évaluation au niveau des pratiques. Et nous espérons que vous allez nous rejoindre. Le lancement aura lieu le 29 mai. Et ayant dit cela, je conclus le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Amna, merci à Edoué, Lorraine, Abdoulaye, Daniel et toutes les personnes qui nous ont soutenus. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you, Amna. Thank you a lot. Mhm.